c'est pas mal d'être extraverti, d'être introverti. C'est pas mal d'être directif. Ça fait du sens dans certains contextes. Ce qui est important, c'est de se connaître soi, puis d'apprendre à connaître les gens autour pour pouvoir s'adapter au mieux. Salut les amis, c'est Pascal et Aymeric de On est dans le jus et aujourd'hui c'est Bouillon Minute, l'émission où on parle de l'actualité de la restauration au Québec. Et l'actualité aujourd'hui, c'est la communication assertive. La quoi ? La communication assertive. Alors attention, là, vas-y, c'est quoi la communication assertive ? Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne définition, mais dans mon imaginaire, c'est le fait de... C'est l'art, c'est un art de communiquer efficacement, calmement, sans s'écraser et sans écraser les autres. Ouh là 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 là. Donc, pour ça, on a une invitée. Oui. Qui est Maë, qui est une spécialiste avec qui on a déjà travaillé quand on était en restauration. Pas sur ces sujets-là, malheureusement. Mais Pascal, est-ce que tu veux nous... Parce que t'es d'accord, ça fait longtemps qu'on veut faire un épisode sur ce sujet. Ça fait très longtemps parce que, un, il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, et dont deux, nous, on en a... C'est ce que j'allais dire, numéro 2, nous, on en a besoin. Ouais, c'est peut-être, en fait, c'est un épisode pour nous, en fait. Mais c'est un épisode pour nous, mais comme la mission de On est dans le jus, on est souvent seul à affronter les mêmes problèmes. Donc là, le problème, c'est la communication, c'est la base. C'est la base de tout. Qu'est-ce qui fait que les gens vont bien te comprendre, qu'ils acceptent... Tu as un émetteur, un récepteur, des fois, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il faut arriver à faire passer son message de façon la plus efficace sans heurter les gens. C'est ça, en fait, la communication assertive, je pense. En tout cas, on reçoit pour le moment Maë. Maë, bonjour. Salut Maë. Salut. Alors Maë, tu as créé ta compagnie de conseil, de formation Pangea. Mm-hmm. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais avec Pangea. Avec Pangea, on fait plein de choses à Pangea, mais on fait notamment du conseil en communication. Et depuis 2025, c'est vrai qu'on est très, très orienté sur tout ce qui est communication assertive, prévention des risques psychosociaux en entreprise. Donc, c'est quoi les risques psychosociaux ? C'est tout ce qui est harcèlement psychologique ou harcèlement sexuel en milieu de travail. Moi, je me spécialise plus sur tout ce qui est harcèlement psychologique, tout ce qui est micro-agression en milieu de travail, qui éventuellement peut se transformer en harcèlement psychologique. Puis pour prévenir tout ça, on fait de la formation, on fait du coaching. Et on parle beaucoup de communication assertive, de communication non violente. Donc la communication assertive, ça va être le préambule pour éviter du harcèlement, une partie du harcèlement en tout cas. C'est un outil. Moi, je le vois plus comme un outil d'intervention. Ça peut être un outil de prévention, ça peut aussi être un outil d'intervention. Quand on parle de harcèlement psychologique, c'est généralement une situation qui était là depuis un moment puis qui a empiré. À la base du harcèlement psychologique, on considère souvent qu'il y a des micro-agressions. Puis des micro-agressions, ça peut être une blague qu'on ne trouve pas drôle, que la personne qui reçoit cette blague-là, en tout cas, ne la trouve pas drôle. Ça peut être plein de petites remarques qui vont stigmatiser le genre ou n'importe quel autre aspect de l'identité de l'individu. Donc ça peut être son genre, ça peut être sa nationalité, ça peut être sa religion, ça peut être son identité professionnelle, enfin tout ce que la personne considère comme faisant... Son savoir-faire. Son savoir-faire, oui. Son savoir-faire, absolument. Tout ce qu'on considère faire partie de notre identité. Puis c'est vrai que c'est un très bon point, le savoir-faire, parce que généralement, quand on ne connaît pas quelqu'un, on va se présenter, salut, moi c'est Maë, puis la prochaine question, ça va être qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et ce qu'on fait dans la vie, si on est chef cuisinier, si on est serveur, c'est notre passion, ça fait partie de notre identité. Donc oui, ça peut être une attaque. Parce que là, tu parles de prévention des risques de harcèlement, etc. Mais... est-ce que tu es d'accord que la communication assertive, c'est aussi un outil de performance parce que tu rends ton staff plus performant, plus fiable, mieux équipé plus respectueux. Ouais, plus respectueux, mais c'est aussi dans un but économique. Bien sûr. Absolument. Oui. C'est intéressant de le mettre comme ça. J'avais pas forcément mis le mot performance dessus, mais oui, à partir du moment où on a besoin les uns des autres pour performer, comme dans un restaurant où chaque rôle est interdépendant les uns des autres, la collaboration est clé. À partir du moment où il n'y a plus de collaboration,
il y a un maillon faible, et donc là, toute la chaîne s'écroule. Donc oui, absolument. Ouais, et puis même, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est de l'ordre de 80% des gens qui sont formés en cuisine, en tout cas, je pense qu'en salle, ça va être pareil, qui quittent le métier au bout de même pas 1 an. Et alors, je ne dis pas que c'est que à cause de la communication, mais je pense qu'il y a une bonne partie, c'est à cause des ambiances en cuisine qui peuvent être optimisées, on va dire. Est-ce que, c'est une question générale là, mais quand tu as commencé des formations déjà, est-ce que dans les groupes que tu as, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, l'attitude qu'il avait, ça pouvait faire beaucoup de tort et ça rend compte en direct dans ton truc et dire ah ouais. Ouais, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns qui effectivement réalisent en direct, parce que quand on donne des formations, on parle de la théorie. Donc juste pour revenir sur votre définition, vous aviez une super définition. C'est exactement ça. Mais il y a un mais derrière. Non, c'est bon. Vous avez bien fait votre devoir, c'est bon. La communication assertive, ça permet de prendre sa place sans effectivement écraser les autres et sans s'oublier ou s'écraser soi. Donc je trouvais que c'était très bien, Aymeric, Mais c'est super compliqué définition. C'est très difficile. C'est très très difficile. C'est très difficile parce que quand tu rajoutes un environnement de stress comme pendant le service ou d'urgence dans les termes de temps, des fois tu prends des raccourcis, des fois tu t'égares et puis je pense que c'est difficile. C'est sûr qu'en restauration, vous êtes dans un climat très particulier. Il y a plein de styles de communication qui existent, les styles directifs ou évitants ou assertifs. Chacun est pertinent dans un contexte donné. C'est sûr que dans des contextes sous très haute pression, on va avoir tendance à avoir plus un leadership directif. Comme typiquement, un leadership directif est tout à fait approprié dans des situations d'urgence où il y a un sentiment de danger. Comme typiquement, à l'armée, on est très directif. Si on est sur un champ de bataille, on n'a pas le temps de faire des longues phrases et d'expliquer le pourquoi du comment. Donc ça fait du sens. Une autre industrie dans laquelle on peut s'attendre à ce type de communication puis de leadership, ça va être par exemple en salle d'opération. Quand le chirurgien a un patient à cœur ouvert, on n'a pas le temps d'expliquer tout le pourquoi du comment, et donc on va avoir un style de communication très leadership parce qu'on est stressé, il y a un sentiment d'urgence et de danger. Puis ce qui est intéressant, je trouve, dans le milieu de la restauration, c'est qu'il y a ce sentiment de stress et d'urgence tout le temps, mais sans le danger. Eh oui. Et c'est là où, en fait, il y a certainement de la place à grandir, mais le sentiment de stress et d'urgence, s'il est ressenti, vous le savez, vous avez eu un restaurant pendant des années, et puis c'est même dans le champ lexical, dans le langage, on est dans le jus, c'est le feu, ça fait partie de notre vocabulaire. Donc oui, il y a stress, oui, il y a urgence, mais il n'y a pas de danger. Non. Et alors, ma question, là, en fait, c'est plus une observation, c'est que tu n'es pas là pour nous dire, que tu ne vas pas nous expliquer que pendant le service, il faut que le chef de cuisine dise « Excuse-moi, mon petit chéri, veux-tu bien, mais non, sans vouloir te déranger, mettre 2 poissons et 1 foie gras sur le feu en commande ?» Alors, c'est pas ça non plus, la communication assertive. On veut prendre sa place. On veut prendre sa place sans s'excuser de prendre sa place. On a le droit de prendre notre place. Tant que c'est clair. C'est clair. Que c'est respectueux. Il faut que le besoin soit bien communiqué. Alors, avant d'aller un peu plus loin, il faut dire pourquoi c'est important aujourd'hui. Alors, ça a toujours été important, mais aujourd'hui, il y a une loi qui gère tout ça. Donc, toutes les personnes qui n'ont... Elle a été appliquée, elle est en vigueur depuis le 1er octobre. Donc, tous les gens qui n'appliquent pas un système de prévention ou qui ne font pas les efforts, dis-nous un peu plus sur cette loi. Il me semble que c'est les entreprises d'au moins 20 employés qui sont aujourd'hui dans l'obligation de mettre en place de la formation en prévention, de mettre en place des systèmes pour remonter des plaintes en interne, si besoin. C'est ça, c'est obligation de formation. Donc imagine que imaginons, on est dans un restaurant où il y a plus de 20 employés, il y a un manager qui parle à quelqu'un, ou 2 collègues, on va dire un manager pour qu'il y ait une position de force, pour rajouter un peu d'exemple. La personne le reçoit mal, et là il faut qu'il y ait un système qui soit mis en place à l'interne, qui explique
que doit faire cette personne qui se sent agressée pour faire remonter sa plainte et pour qu'elle puisse exprimer qu'il y a un malaise. Ouais, idéalement, avant de se rendre à la plainte, on est dans l'inconfort et on veut que chacun puisse être à l'aise de signifier son inconfort à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, on parle de harcèlement psychologique, puis ça c'est des très très gros mots. À la base du harcèlement, de façon générale, c'est des microagressions. Les microagressions, comme je disais, c'est des petites blagues, des petites remarques qui vont être mal reçues, mais qui sont non intentionnelles. Donc ça c'est hyper important de garder ça en tête. C'est non intentionnel. La personne qui fait ces blagues-là se trouve peut-être vraiment drôle et n'a pas pour objectif de... On en connaît tous, hein. Et n'a pas pour objectif de nous blesser, nous, en tant qu'individus. Mais nous, on se sent blessés. On passe dans la phase de harcèlement quand l'inconfort a été verbalisé à cette personne-là et que le comportement persiste. Et qu'elle dit, par exemple, elle fait une blague, on lui dit c'est pas très marrant, tu me mets mal à l'aise, et que la personne continue encore et encore à faire le même type de blague. Ouais. Ça commence. Dès que l'inconfort a été, hop, là, ça passe du harcèlement. À partir du moment où ça a été verbalisé, on considère que l'autre personne est au courant et donc du coup, on n'est plus dans quelque chose de non intentionnel parce que c'est conscient. Mais là, si la personne continue à faire toujours les mêmes blagues qui affectent l'identité de l'autre, là, oui, tranquillement, on se rend dans une phase de harcèlement psychologique. Mais ce qui est important de retenir, c'est que dans la majorité des cas, c'est vraiment des petites gouttes qui s'accumulent et qui, à terme, vont faire déborder le vase. Puis dans les symptômes des personnes qui sont victimes de harcèlement psychologique, on observe une gradation de l'anxiété au fur et à mesure du temps. Il peut effectivement y avoir un événement majeur, je sais pas, tu me dis un truc hyper fort d'un coup, on peut passer directement dans la phase de harcèlement psychologique. Mais de façon générale, c'est pas ça qui se passe, c'est pas ça la réalité du terrain. C'est vraiment une accumulation de petites phrases, de petits trucs qui font qu'à un moment, le vase va déborder, puis on va se rendre dans des situations de burn-out, etc., où la personne va devoir quitter son emploi. Mais le burn-out, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on reste en emploi ou qu'on quitte, c'est une forme de dépression. Donc c'est une maladie qu'on va se traîner, qui va avoir des séquelles. On veut absolument prévenir le burn-out, qu'on décide de revenir ou de rester dans la compagnie ou de partir. La personne qui quitte ton entreprise parce qu'elle est en burn-out et qui se retrouve un autre emploi dans le même secteur va quand même rester avec des cicatrices et ce fardeau dans la tête. Et donc du coup, ça va venir teinter sa perception. Enfin, ça va être vraiment un fardeau que la personne va garder tout au long de sa carrière. C'est très grave, le burn-out. Oui, alors là, je reviens sur la phrase d'Emeric. On perd en performance. Tu as un burn-out, avant même tu pars. Alors, avant le burn-out, déjà, tu réduis ta capacité à travailler à être efficace en tout cas, parce que tu es dans la peur constante ou l'anxiété constante. Tu pars, tu craques, ton système, il fait un shutdown. Alors là, il faut que le patron il te remplace, machin, il faut former quelqu'un. Donc, il faut aussi... En tout cas, moi, de mon côté, restaurateur, humain aussi, forcément. Mais je dis, OK, en plus du côté humain, il y a un côté financier qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est vraiment là où, pour les gens qui ont encore des hésitations à faire ce genre de training, de sensibilisation par rapport à la communication assertive, il y a un impact économique énorme derrière. Alors, j'ai quand même une question. Vas-y, mon chéri. Un peu préalable. J'ai fait exprès pour la suite. Tu trouves drôle. Mais j'ai une question un peu préalable parce que Pascal et moi, on est entre deux cultures, la culture française, la culture québécoise. On est je dirais entre deux âges, même si on penche plutôt du côté de plus en plus vers le côté plus old school de la cuisine que vers le côté nouvelle génération, de la cuisine et pas de la cuisine en général. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect culturel très important entre ce que peuvent ressentir les personnes comme étant une agression ou pas ? C'est sûr. Il y a... Alors oui, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel très fort qui rentre en compte actuellement.
pour adresser l'aspect culturel. Il y a plein d'études qui mesurent les tolérances à l'autorité, à la hiérarchie verticale, etc., dépendamment des cultures. Puis si on prend l'exemple de la France et le Québec, oui, la France a un plus haut degré d'autorité de l'inégalité hiérarchique, de façon générale. Mais ça, c'est des grandes tendances. On parle de masse, ici, pas de caractéristiques individuelles. Alors qu'au Québec, on va plus avoir des hiérarchies qui sont plus horizontales et donc une plus grande proximité avec le management qui va aussi se refléter dans le langage. En France, typiquement, on va vous voyez son supérieur. Ici, au Québec, on est plus dans le tutoiement. Donc ça se reflète aussi dans le langage. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a des cultures qui sont beaucoup plus tolérantes par rapport à la hiérarchie puis à des styles de communication directifs. Mais quand on ramène ça au niveau individuel, c'est aussi intéressant de parler de génération, comme tu disais, on est entre deux âges, on est plus old school, etc. On a la génération Z, les plus jeunes, qui sortent de l'école actuellement, qui, eux, ont une beaucoup plus grande sensibilité au style directif, à l'inégalité, à l'injustice. Et c'est une génération qui arrive sur le marché du travail avec des caractéristiques très distinctives par rapport aux générations précédentes, notamment en ce qui concerne leur sensibilité aux enjeux de santé mentale. On sait que c'est une génération qui a énormément souffert du Covid, c'est une génération qui est née avec les réseaux sociaux et puis toute la pression identitaire que ça amène. C'est une génération qui est hyper consciente des enjeux climatiques et qui donc du coup a un taux d'anxiété très élevé par rapport aux générations précédentes. Et ça s'est amplifié en plus avec le Covid, avec un isolement qui a été vécu pour beaucoup à l'enfance ou à l'adolescence, à des périodes où on a besoin des autres pour se construire. Donc on sait qu'avec les plus jeunes, on a un terrain très très sensible. Il faut faire très attention parce que leur vase est déjà plein en entrant sur la vie professionnelle. Alors, est-ce qu'on peut donner des exemples, par exemple Quand je t'ai appelé tout à l'heure mon chéri, tu m'as signifié de suite que ça te met inconfortable. Et ça arrive souvent, hein, mon petit chéri, comme tu disais, et dire déjà mon petit chéri, mais peut-être plus des exemples qu'on vivrait dans les cuisines, si tu me permets, mon petit chéri. Tu vois non, mais je suis d'accord, mais ça arrive souvent. Moi, je l'ai souvent entendu, mon petit chéri dans les cuisines, mais bon... Genre, comment on dirait si par exemple un nouvel employé arrive et puis il fait une tâche genre éplucher les pommes de terre, je dis n'importe quoi, et puis le chef ou le sous-chef passe et il dit non mais ici tu vas le faire tu vas le faire différemment, et l'employé va dire non mais moi je suis habitué, j'ai appris à l'école à le faire comme ça. Et là, le manager pourrait dire ok, mais. Tout ce que tu apprends à l'école, c'est de la merde. Par exemple. Ou non, mais ici, tu fais comme je te le dis, un point, et puis sinon, tu fermes ta gueule. Ah oui. Ça, c'est facile. On n'est pas dans la microagression, là. Non, mais on est dans la. Oui, en restauration, c'est la microagression. Ouais, c'est chaud. On a un autre niveau dans la restauration. En restauration, ça va. Ça arrive souvent, ça arrive. Ou alors, non, mais ici c'est comme ça, un point c'est tout. Tu sais, sans entrer. Ici c'est comme ça, un point c'est tout. Est-ce que ça c'est des. Est-ce que ça peut être considéré comme une microagression ? Non, dans le sens où ça attaque pas l'identité de l'autre. Par contre, on n'est pas dans des bonnes pratiques de communication parce que pourquoi est-ce que comme ça c'est ici ? Ça on le sait pas. Donc là, dans ton exemple, tu n'expliques pas ton besoin. Pourquoi est-ce que tu as besoin que ça soit fait de telle façon ? Et donc, du coup, tu vas avoir probablement, parce que tu as un style de communication très directif ici, une soumission qui va être temporaire. C'est-à-dire qu'on a peur, donc on va le faire, mais on ne le comprend pas, on n'y adhère pas vraiment. Et donc, tranquillement, pas vite, la personne, si tu continues dans cette sphère-là, à ne pas expliquer le pourquoi, à pas communiquer quel est ton besoin, etc., à être très top-down, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un désengagement qui se manifeste tranquillement. Ça peut prendre la forme d'un présentéisme et puis après d'absence de plus en plus aléatoire. Et puis finalement, la personne elle décide un jour de plus rentrer.
Une autre phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est tout ce qu'on apprend à l'école, c'est de la merde. Ça, c'est un petit peu plus déstabilisant, je pense, si tu parles d'un jeune qui vient de rentrer sur le marché du travail. On se souvient tous d'avoir 20 ans, puis de notre premier job, etc. On a l'impression qu'on sait tout en sortant de l'école, puis c'est tout ce qu'on sait. En vrai, on ne connaît rien d'autre. Donc ces croyances-là, ces connaissances-là, elles sont hyper fondamentales. Quand tu arrives, que tu te dis moi je suis cuisinier, puis finalement tu arrives à ta première semaine de travail où on te dit tout ce que tu as appris c'est de la merde, ça c'est chaud. Ça c'est assez chaud à recevoir. Ça arrive souvent. Ouais. Mais ce que tu as appris à l'école, ça répond pas à mes besoins parce que ça c'est vraiment différent comme impact. Parce que la personne elle est comme ok, je comprends, ce que j'ai appris c'est pas invalidé, mais je peux apprendre d'autres techniques alternatives, etc., puis continuer à grandir. Ça, c'est vraiment différent. Alors, un autre type de phrase qu'on entend souvent, c'est « Ah ouais, de toute façon, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas travailler. » Bon, ça, c'est une attaque directe à ton identité. Pourtant, Comment tu vas adresser ça si toi, tu es le jeune d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de cette phrase-là? En quoi est-ce que cette phrase-là me permet d'évoluer puis de m'adapter à des attentes? Je ne comprends pas les attentes. Qu'est-ce que ça veut dire mal travailler? Puis les jeunes, c'est qui les jeunes? Moi, je ne suis pas les jeunes. Moi, je suis unique. Et comment est-ce que moi, je te déçois dans tes attentes? Quelles sont tes attentes et comment moi, je peux répondre à ces attentes? On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Mais on est d'accord que ça ne va jamais être formulé. Ça, un jeune qui commence en restauration, il ne va pas dire ça à son chef. Oui, le jeune qui reçoit ça. Oui, ça prend vraiment du courage. Alors, comment il fait? Comment il fait? Alors, moi, je me souviens à l'époque, nous, on disait, on ne savait pas que ça existait, ce genre de communication, mais on disait, si tu n'arrives pas à nous parler en face, parce qu'on savait que c'était compliqué, il y avait ou tu nous écris un email, ou tu nous envoies un message, ou tu en parles à quelqu'un d'autre supérieur, mais c'est pas c'est pas forcément, ça libère pas forcément la parole non plus, ce genre de... Ça peut être une façon de ne pas être dans la confrontation. Il y en a beaucoup qui préfèrent écrire, oui, que de parler en face à face, surtout quand en face on a une personne d'autorité. Après, sans rentrer dans le mélodrama, tu peux juste répondre à cette phrase-là de « les jeunes ne savent plus travailler ». Honnêtement, moi je reçois ça, quelles sont tes attentes? Parce que là, moi je ne sais pas quoi faire de cette phrase. Mais il faut être super mature pour sortir quelque chose. Faut être courageux. Oui. Puis c'est pas une question d'âge. C'est zéro une question d'âge. Non, bien sûr que non. Ça prend énormément de courage et c'est pour ça que ça prend, je pense, des sessions de groupe, un peu des formations de groupe où chacun peut baliser un peu les terrains, puis où chacun Ok, on a un espace de parole, c'est intéressant de faire ces formations-là, puis avoir ces discussions-là en groupe et pas mais ça prend de la pratique, ça prend du courage et c'est des changements qui vont prendre du temps, mais qui sont déjà en place. Parce qu'en fait, peut-être qu'ils ne vont pas te le verbaliser, mais le lendemain, ils ne vont peut-être pas rentrer travailler. C'est leur façon aussi de le verbaliser. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée. Je pense que je l'ai déjà racontée en podcast. Il se répète, hein. C'est l'âge. Tu vois, la communication assertive, elle était bonne. Là c'était un bon exemple. Et bam, les micro-agressions. Qu'est-ce que je fais de cette phrase? Parce que justement, j'ai fait exprès pour montrer le genre de réflexion qu'il ne faut pas faire. Surtout que je suis plus âgé que toi, donc c'est vraiment ridicule. Je pense qu'il ne trouve vraiment pas ça drôle. Non, il ne trouve pas ça drôle. Mais c'est pas fait pour rigoler. Mais c'est possible que je me répète, parce que on est presque à 200 épisodes là, donc il faut radoter un peu. J'étais en stage en cuisine, c'était mon premier stage. Une grosse maison parisienne, bien à l'ancienne, le chef, 40 ans de cuisine, dans la même cuisine. Il passe et il y a une sous-chef ou pas une sous-chef, une chef de partie ou demi-chef de partie qui avait peut-être 26-27 ans et il lui fait une réflexion là, c'était clairement inapproprié, c'était genre t'as tes règles ou quoi, ou tu vois truc non, vraiment, c'est pas une agression inappropriée. C'est même pas une micro-agression. Non, là, on n'est pas du tout dans la micro-agression. Là. Tu vois. Et là, la fille, elle se pose son couteau, elle s'arrête, et c'était genre une grande cuisine ouverte, elle s'arrête, elle se retourne vers le chef, et là, t'as un silence,
Tout le monde est figé parce que le chef, c'est le chef, quoi. Tout le monde est figé. Et là, elle dit, le regarde et fait non, chef, ça c'est pas correct ce que vous venez de dire. Et là, plus personne n'ose respirer, plus personne n'ose bouger. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde fait semblant de regarder ailleurs. Et le chef, il la regarde, il fait t'as raison, je m'excuse. Wow. Ça, c'est rare. Et ça c'est rare. C'est et super j'ai rare. trouvé ça magnifique comme moment. Tu vois, c'était il y a 15 ans. Et puis je m'en rappelle encore comme si c'était hier, de courage de cette fille-là. Mais de lui aussi. Et du courage du chef. Ouais. Parce qu'il y avait toute la brigade qui était là. Bah qui oui. le regardait, il le savait qu'il le Ouais. regardait. Et puis, tu vois, j'ai pas trouvé que c'était un manque qu'il s'écrasait et tout. Au contraire, je l'ai trouvé vraiment grandi de cet acte, de cette réponse. Et ça m'a marqué. Ouais, parce que cette personne-là, elle a vécu dans un système où ce genre de blague, même pas blague, mais ce genre de remarque était courant. Donc, c'était normal. Eh oui. Ouais. C'est intéressant aussi de constater que pour beaucoup, d'avoir ce style-là très directif, très dans le jugement, très dans la blague potache, c'est associé à la position de pouvoir. Ça va un peu avec un certain cliché de la direction, tu sais, de quelqu'un qui est en position de puissance et de direction. Puis quand finalement tu te rends compte que quelqu'un qui dit ah oui, effectivement, ben ouais, t'as raison. Genre, je reconnais mes erreurs, etc. Je trouve que c'est cette personne-là passe d'une position de direction à une position de leader, en fait. Parce qu'elle est toujours en position de pouvoir. Sauf que ça devient une personne qu'on veut suivre et pas une personne dans laquelle on est dans une relation de soumission. Et finalement, on se rend compte aussi, puis je pense qu'on l'a tous constaté dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, les leaders ont vachement plus d'influence. On fédère beaucoup plus que quelqu'un qui est directif et dans laquelle qui entretient la peur et la soumission sur du long terme. Donc un leader, pour être clair, c'est quelqu'un que tu suis parce que c'est un exemple pour toi. Il t'inspire. Est-ce que l'autre personne, c'est celui qui inspire, qui soumet. La personne qui est directive, elle soumet. Ouais, elle a une autorité hiérarchique et donc elle instille la peur et puis on est soumis. Mais pour combien de temps ? Et d'un autre côté, quand il y a pendant longtemps, on disait, on le dit toujours, hein, aujourd'hui ça se voit aussi sur les réseaux, là, mais pour devenir un chef, il faut écraser les autres. Parce qu'il faut prendre sa place et écarter les autres. Ouais, c'est très vieille France. Ben oui, mais c'est très vieille France, mais ça arrive aujourd'hui sur les réseaux, tu vois, moi je fais 25 millions, ah ouais, mais moi j'en ai fait 30, ouais, mais moi j'en fais 50. Ils écrasent d'une autre façon en montrant la puissance, en mettant l'argent au-dessus de tout, et comme une sorte d'inspiration. Moi je trouve qu'il y a un parallèle. Ouais, mais même sans parler de l'argent, là, tu as raison. Je trouve moins au Québec, mais en France, dans les gastros, tu as vraiment une compétition entre les sous-chefs, les chefs de parti, et puis c'est très compétitif. C'est très, très compétitif, et puis c'est à qui va écraser l'autre. J'ai 2 points à adresser. Premièrement, tu as dit sur les réseaux, on le voit. Alors, autre problème des réseaux sociaux, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux, ils te montrent ce que tu regardes. Et si tu regardes ce genre de vidéos, il va t'en pousser de plus en plus. Et en fait, tu as une vue hyper biaisée, une perception hyper biaisée de ce qu'est la réalité. Parce que sur le monde du travail, oui, il y a des gens qui sont très, très directifs. On a des réalités économiques qui sont folles depuis quelques années. On vit dans énormément d'instabilité. Puis depuis quelques années, on a cette montée-là des autoritarismes. Que ce soit au niveau politique, corpo, là, en 2025, on n'entend que ça. Cela dit, on a aussi plein d'autres modèles de gouvernance, on a plein d'autres modèles de leadership qui sont beaucoup plus pertinents, dépendamment des contextes. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, être directif, être autoritaire, ça fait du sens dans certaines industries, ça fait du sens dans certains contextes. Et ça n'en fait pas dans d'autres. À partir du moment où tu as besoin de générer de la collaboration, que tu as besoin que tes gens ils travaillent très très bien ensemble, c'est pas forcément la meilleure façon de procéder, et il faut regarder ailleurs en fait. Parce que des styles de leadership, enfin, pour ceux qui font des écoles de commerce, des HEC de ce monde, on étudie ça pendant des années, les différents styles de leadership et quand est-ce qu'ils sont pertinents. Je dis pas qu'être autoritaire, ce n'est pas pertinent, ça peut l'être tout à fait. Et c'est tout à fait recommandé dans certains cas. Situations de crise. S'il y a un danger, oui. 100%. S'il y a un danger, 100%.
Mais si toi, tu as besoin de générer de la collaboration, si tu veux maintenir tes équipes à flot pendant longtemps, tu as besoin de garder tes gens parce qu'ils ont un savoir-faire qui est long à monter. À partir du moment où c'est long de remplacer quelqu'un parce qu'il a des compétences particulières, là, il va falloir peut-être tabler sur autre chose et puis aller explorer d'autres avenues. Et il y en a plein d'autres avenues. Elles sont tout à fait documentées. Puis si tes réseaux ne le montrent pas, questionne-toi et fais de nouvelles recherches sur tes réseaux pour qu'ils te poussent d'autres contenus. Un point qui est important qu'on a abordé en préparant cette émission, c'est que la communication assertive est aussi, et pas que utile aux managers, est aussi utile aux employés pour prendre leur place dans la compagnie, avec les autres collègues et avec la hiérarchie supérieure. Parce qu'effectivement, tu peux avoir tendance à t'écraser face à tes collègues ou face à ton supérieur si tu es un peu introverti, si tu es un peu timide ou pour d'autres raisons, j'imagine. Mais où tu peux t'énerver, et puis là, c'est aussi toi qui perds en efficacité. Par rapport à toi et tes collègues, tu es d'accord avec ça ? Oui, moi je pense que l'intérêt de la communication assertive, elle a un intérêt à un niveau individuel en fait. C'est chacun qui a un intérêt à ça. Moi je le vois quand on fait des ateliers. Tu me posais la question, est-ce qu'il y en a qui réalisent sur le coup qu'ils sont inadéquats dans leur communication ? Il y en a, ouais. Il y en a beaucoup, la plupart en fait, qui ont des réalisations, ils comprennent pourquoi ils sont inadéquats. Il y en a plein qui ont quand même ce feeling-là de pas fitter, que tu vois, ils ont quand même la sensation que tiens, il vient de se passer un truc bizarre, mais ils savent pas pourquoi. Puis là, ils comprennent qu'en fait, c'est leur style de communication, leurs requêtes, leurs blagues, leurs interventions, qui en fait ont un impact hyper négatif sur la personne qui le reçoit. Fait que moi, j'ai vu les deux cas, mais plus souvent, des gens qui sont comme « Ah, mais c'est pour ça que ça fonctionne pas dans mon équipe. » Ça fait 2-3 fois que tu parles de blagues, là. L'humour. On sait que l'humour, c'est une bonne manière, peut-être tu ne vas pas être d'accord, mais de balayer sous le tapis. Oui, ou de désamorcer certains conflits, mais c'est aussi à double tranchant, là, parce que par l'humour, tu fais passer des messages qui peuvent être passifs-agressifs, tu peux faire passer des messages auxquels tu ne peux pas répondre, parce que si tu réponds, tu dis « Ah ouais », non, mais je rigole, ça va, c'est une blague. Ouais. C'est ça. Ouais, dans l'humour, le trait caractéristique qui revient tout le temps dans les trucs de microagression, c'est le cynisme. Ah oui. C'est le cynisme, en fait. Qui, en fait, le fait de ventiler tous ensemble ou d'être cynique, ça a pour intérêt de fédérer, quelque part. Tu sais, comme à très court terme. Quand on est en stress, quand ça va fédérer le groupe, généralement contre une personne ou contre une situation, tu sais. Le truc, c'est que oui, ça fait du bien, on se sent moins seul dans l'adversité, ça permet de sortir des émotions fortes, parce que finalement, quand on est cynique, on dit des vraies choses. On exprime vraiment nos besoins, ce qu'on ressent à l'intérieur. Et, j'ai l'exemple parfait, là. Vas-y. J'ai un exemple magnifique. Genre un client qui demande une côte de bœuf bien cuite. Ouais. Là, le serveur va arriver, va commander ça au chef, et là le chef va dire « Ouais, mais la vache elle est morte 2 fois, la vache elle est morte 2 fois, le client il a pas de goût, tu vois », et ça va fédérer un peu les équipes, mais c'est au détriment du client. Puis au détriment des équipes, parce qu'en vrai c'est comme ça fait sourire sur le coup, mais après ça devient la culture de travail, d'être tout le temps cynique, et du coup d'être tout le temps dans la critique non constructive. Qu'est-ce que ça fait ? Que la personne, elle aime ça, puis qu'on se moque de cette personne-là. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant qu'individu ? Puis je trouve que oui, ça peut faire rire. Tu sais, quand t'es dans le feu, tout ça, tu fais cette blague-là, ça fait sourire. On en est tous soudés, ça fait du bien. Mais généralement, le truc du cynisme, c'est que c'est insidieux, ça prend place, ça reste tout le temps là. Et ça devient ta culture. Genre, tu rentres au travail, il faut que tu te mettes dans ce mode de pensée-là. Et c'est hyper lourd. Il y a comme une charge hyper lourde à toujours essayer de voir le truc à critiquer, le verre à moitié vide, etc. Et je pense que c'est vraiment au détriment des cultures de travail. Il faut vraiment faire attention à ça. Je parle de la cuisson de la viande, c'est quand même assez... un sujet sensible. C'est un sujet sensible, mais on peut parler d'un client qui veut son hamburger sans pain, ou tu vois, des trucs comme ça. Là. Je trouve qu'effectivement, ça peut... et moi, j'étais le premier à
à m'offusquer / rigoler de ça, mais ça met effectivement ça casse le côté avec la relation client, avec le fait de bien recevoir le client et t'emmènes ton équipe avec toi quand t'es manager et que tu dis ça. Ouais, complètement. Alors qu'en vrai, ça peut être une opportunité, peut-être qu'ils veulent pas de pain. Est-ce que c'est pas une opportunité business de faire des options sans gluten? Moi, je sais pas. C'est un fait. Ok, il veut pas de pain. Mais pourquoi est-ce qu'on le juge parce qu'il veut pas de pain? On a rencontré Maë, donc ça fait un moment qu'on se connaît, comme disait Aymeric. Et là, on discutait, on disait, tiens, ça peut être intéressant de faire des formations appropriées à la cuisine et au milieu de la restauration, parce que toi, t'en fais déjà toutes les journées des formations dans les compagnies. Et là, on s'est dit, ça serait pas mal de créer une formation. Donc, ça se passe comment? On va en créer une. Ouais. Ça, c'est la nouvelle. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé pour vous améliorer en communication, que vous soyez manager, employé, directeur, n'importe qui, même quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de... On va créer ça, donc restez connectés pour savoir quand ça va arriver. Mais qu'est-ce qu'une personne qui s'inscrirait dans un tel atelier, elle doit s'attendre à quoi? Alors déjà, on doit s'attendre à 3 heures d'atelier. 3 heures. Ça prend du temps. C'est normal parce qu'il faut du temps pour casser la barrière qu'ils ont personnelle. Alors, oui. En fait, dans les 3 heures, ça passe méga vite en vrai. On fait une partie théorique parce qu'on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis c'est quoi nos outils. Donc on va parler de communication non violente, on va parler d'écoute active, on va parler du jugement. C'est quoi un jugement? C'est quoi une observation? Quelle forme ça peut prendre? Puis en fait, dans les 3 heures, on fait beaucoup d'ateliers pratiques sur des cas concret, que là, du coup, on va construire autour de la réalité du milieu de la restauration. Des gens qui sont présents, qui vont sortir des phrases. Ok, ça, c'est une phrase qui m'a interrompu, qui m'a choqué. Est-ce que... Ça peut être ça, oui, on peut discuter d'événements qui sont passés, mais nous, on va leur en proposer. On va leur proposer des scénarios qui vont refléter leur quotidien. On travaille avec vous là-dessus pour trouver vraiment des choses qui sont le reflet du quotidien et qui sont hyper pertinentes. Et puis, on va travailler en groupe, en fait, à analyser ces situations, à reformuler ces situations, à jouer aussi ces situations. Il y a différents ateliers où on va passer par les mots, mais on va aussi passer par des petits role-play où on va vraiment jouer la scénette. Pas pour développer des compétences d'acteurs et d'actrices, mais plutôt pour observer c'est quoi l'impact de ces phrases-là quand on les dit de façon méga directive ou quand on est dans l'évitement total du sujet versus quand on est assertif et qu'on se dit les vraies choses de façon respectueuse. Parce que c'est hyper intéressant aussi de constater l'effet que ça a sur nous. C'est quand on est directif ou dans l'évitement, mais on n'est vraiment pas bien. Et quand on est dans les deux parties qui sont dans la situation, mais aussi quand on l'observe. Ça génère un stress fou. Et c'est intéressant aussi d'observer que quand on se dit les choses, oui, ça prend du courage en amont, mais finalement, on en sort vraiment beaucoup, beaucoup plus léger. Il y a toujours, dans ces groupes-là, il y a toujours une grande gueule qui veut prendre toute la place et qui prend toute la communication. Moi, j'étais à un atelier de cuisine la semaine dernière, il y en a un, il n'arrêtait pas de parler, il nous emmerdait, mais je suppose que dans tout groupe, il y a une grande gueule. Et comment la personne qui cherche à vraiment établir une communication et à prendre sa place, comment elle peut... Est-ce que dans cet atelier-là, elle y arrive? Est-ce qu'elle arrive à trouver sa place? Bah oui, parce qu'on travaille en petits groupes de toute façon. Puis quand on a on fait en sorte que tout le monde participe. Il y a vraiment un temps de parole qui va être donné à tous. Puis c'est intéressant justement quand on a des personnalités qui sont plus extraverties, qui posent beaucoup de questions, de nommer. Ah, je vois que ce sujet t'intéresse, je vois qu'ici on a des personnes plus extraverties, ça se manifeste comme ça, versus Pascal, pour l'exemple, mais on t'a pas trop entendu, probablement que c'est une personne plus introvertie. C'est vraiment un exemple là, très, très théorique. Excuse-moi, là excuse-moi, mais là je me sens agressé de par ta réflexion. mais non, en fait, on est vraiment dans une ambiance hyper constructive, collaborative, où finalement on apprend à se connaître les uns des autres. Il y a aucun... C'est pas mal d'être extraverti, d'être introverti. C'est pas mal d'être directif. Ça fait du sens dans certains contextes. Ce qui est important, c'est de se connaître soi, puis d'apprendre à connaître les gens autour pour pouvoir s'adapter au mieux. L'idée, c'est vraiment pas de changer les gens. On veut pas changer les gens. On veut juste apprendre à s'adapter, à adapter notre communication en fonction de à qui on s'adresse. Donc tous ces traits de caractéristiques-là, ils sont absolument pas stigmatisés et jugés.
dans nos, c'est ça, c'est dans nos formations. Comme on parlait au début, là, on veut apporter des outils, des compétences pour être meilleur sur ces sujets-là et plus efficace, plus optimal. Ouais. Et puis le fait de parler dans un groupe neutre, ça te permet de voir des choses que tu pourrais pas voir au travail. Et comme tu disais, l'entraînement, je pense qu'il faut... Est-ce qu'un atelier suffit ou tu penses que... Souvent, les gens, ils veulent revenir après pour la partie pratique. Comme la partie théorique, il y en a qui l'ont déjà vu, il y en a, tu sais, comme ils en ont déjà un petit peu entendu parler, la communication non violente, ça me dit quelque chose, écoute active aussi. Donc, tu sais, il y a un intérêt de connaissance générale. Là. Il faut qu'on ait les bases, il faut qu'on ait le même vocabulaire. Mais ce que les gens préfèrent, là, c'est vraiment la partie atelier. Parce que finalement, tu te rends compte, ça prend de la pratique, parce que ça m'a pris énormément de préparation. Par exemple, il y a un exercice où on fait 2-3 phrases en groupe. On se met en petits groupes. Puis en fait, le fait d'analyser la situation, de rephraser, d'identifier, tiens, mais c'est quoi mon besoin sous-jacent ? Pourquoi est-ce que là, je suis énervée ? Déjà, de reconnaître, là, je suis énervée. Mais pourquoi est-ce que je suis énervée ? Tu sais, de faire tout ce travail d'introspection, ça prend vachement de temps au début quand on n'a pas l'habitude. Après, plus on le fait, et plus ça devient une seconde nature. Mais c'est sûr que ça prend de la préparation pour la plupart des gens, d'avoir un style de communication assertive, d'avoir des interventions qui sont assertives. Donc ça prend du temps et de la pratique, puis ça prend du courage. Et c'est là où c'est intéressant de faire des ateliers en groupe, parce que tu te rends compte que chacun vit la même chose, on n'est pas seul. C'est normal que ça prenne du courage, c'est absolument pas un symptôme d'un manque de compétences, ou il ne faut pas se dévaluer du fait que oh là là, ça me stresse tellement, je ne vais pas le faire de toute façon, je suis tellement nulle. C'est normal, ça prend du courage, et le fait de le vivre en groupe, on se sent moins seul en fait. Et est-ce que c'est mieux que ce soit des groupes intra-compagnie ou des personnes au hasard pris dans différents restos ? Je pense que ça dépend vraiment des dynamiques dans la compagnie. Si on est dans un groupe au sein de la même compagnie où il y a vraiment des polarités fortes, les gens vraiment sont en conflit de personnalité, ça va être trop confrontant, je pense. Donc on est peut-être mieux d'éclater ce groupe-là. Mais si on est dans une compagnie qui va relativement bien, où oui, il y a peut-être quelques petits accrochages, mais c'est pas fondamental, ça peut être intéressant de le faire en groupe. Si on a beaucoup de jeunes, ou de jeunes recrues, peu importe l'âge, là, mais de personnes qui nous ont rejoints récemment, ça peut être super intéressant de faire ça en team building pour mettre des bases. Et là, ça construit donc team building, la marque d'entreprise, la culture d'entreprise. Excuse-moi, j'ai eu un trou. Donc ça permet d'aller un peu plus vite sur se bâtir plus vite en fait. Ouais, ça permet de se mettre d'accord sur c'est quoi notre cadre de travail, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, puis comment est-ce qu'on adresse les choses qui nous sont inconfortables. Alors, on va donc mettre ces ateliers en place très très vite. Si en attendant, restez connectés sur les réseaux, regardez ce qu'on va faire, on va sortir des dates, on va sortir des phrases, jugement, observation, vous allez pouvoir réagir dessus. Si en attendant de sortir cette formation, vous dites moi je veux dans mon resto, je veux faire un atelier, contactez-nous, on va vous organiser ça super vite, parce que c'est ça notre force, Aymeric, c'est toujours s'adapter et créer cette fois-ci avec Maë, créer une formation adaptée. Merci Maë, c'était super. Hein. Merci à vous. Ouais, ça donne envie. Hein. Moi, je suis prêt. De toute façon, je vais faire partie de l'atelier, c'est sûr et certain. Ouais, je pense qu'on peut se payer ça, nous deux, comme les premiers clients, parce qu'il y a du boulot avec nous. Hein. Ouais, merci pour tout. Merci pour l'invitation. Merci les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode un peu particulier. Nous, c'est la première fois qu'on se fait ce genre qu'on aborde un peu ce genre de sujet un peu différent. Dites-nous si vous avez aimé ça, si vous voulez qu'on aborde d'autres problématiques dans cette optique-là. Et puis voilà, restez dans le jeu les amis. Ciao.